Je vais en profiter pour me présenter. Je m'appelle Patrick Sapie et je suis directeur général de FAIR, le collectif des acteurs de la finance à impact social. Voilà, et je suis ravi d'animer cette table ronde avec des invités prestigieuses et prestigieux sur la question de la transparence dans la finance, un vaste sujet, j'imagine, qui intéresse beaucoup de monde dans cette salle. Voilà, alors depuis des années, les enquêtes sur les Françaises et les Français, ce qu'on fait de leur argent, notamment celles réalisées chaque année par nos amis du FIR lors de la semaine de la finance responsable, sont constantes. Autant les épargnants individuels sont intéressés et motivés pour investir leurs économies dans des produits plus soucieux de l'écologie et des questions sociales, autant leur confiance dans ce type de produits financiers reste encore très limitée, et c'est peu de le dire, puisque 50% des épargnantes et des épargnants ont confiance dans ces produits financiers. Donc il y a encore du boulot. Par ailleurs, très peu se voient d'emblée proposer des produits financiers qui correspondent finalement à la fois à leurs envies, mais aussi, surtout, à leurs valeurs. Alors que la réforme du label public ISR, qui a été créé en 2016 et entré en vigueur, si je ne me trompe pas, au mois de mars, avec un nouveau référentiel à l'issue de près de 2 ans de travaux, avec les acteurs de la place, et après, je le rappelle aussi, un rapport de l'inspection des finances qui a été pour le moins critique à son égard, consacrant, dans cette réforme en tout cas, un système d'exclusion plus exigeant qu'auparavant, notamment, vous le savez, en ce qui concerne l'investissement dans des entreprises qui développent des nouveaux projets pétro-gaziers, que la Commission européenne, mais aussi que le régulateur français, alors on aura Sébastien Raspillier qui nous en parlera, pour l'AMF, ont musclé leur dispositif pour que les investisseurs tiennent leurs promesses de transparence. Est-ce que cette transparence s'incarne désormais dans ces pratiques des acteurs financiers comme on pourrait le souhaiter? Et est-ce que le job est fait ou est-ce qu'il s'agit seulement d'une première étape pour corriger une anomalie, fût-elle de taille? Et bien pour en parler ensemble pendant près d'1 heure, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce panel des praticiens, des experts sur ces questions. Alors, on va commencer les présentations rapidement. Donc, j'ai à ma droite Claire Martinetto. Donc, Claire, vous avez démarré comme ingénieur financier chez HSBC et chez plusieurs gestionnaires d'actifs, dont Natixis IM. Vous étiez responsable des risques d'investissement et de l'innovation produit. Et depuis 2 ans, maintenant, vous êtes présidente du directoire d'Ecofi, la filiale de gestion d'actifs du Crédit Coopératif, dont on parlera. Eva Sadoun, pardon, je ne suis pas l'ordre, je suis juste l'ordre de mon papier. Vous êtes entrepreneur, militante, autrice, spécialiste des questions de transition écologique et sociale. Vous avez cofondé l'ITA.co en 2014, permettant aux citoyens d'investir directement dans des projets à fort impact social. Et puis, vous avez aussi lancé via l'ITA une application qui s'appelle Rift, voilà, et qui permet aux citoyens d'accéder à des informations transparentes sur la manière dont leur épargne est utilisée par leurs institutions financières. Donc, vous nous en direz plus. Et de 2020 à 2023, je le rappelle aussi, vous avez co-dirigé le mouvement Impact France avec Jean Moreau. Sébastien Raspillier, donc vous êtes depuis l'an dernier secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, donc vous êtes le monsieur avec la veste, voilà, l'un de nos régulateurs financiers. Donc vous avez commencé votre carrière à l'INSEE, et puis après vous êtes monsieur Bercy, c'est ça, pendant beaucoup d'années. Voilà, Bercy que vous avez, où vous avez donc occupé pendant vos 5 dernières années le poste hautement stratégique de chef de service du financement de l'économie, et depuis octobre 2023, vous êtes secrétaire général de l'autorité des marchés financiers. Voilà. Et puis nous avons avec nous aussi Virginie Dulchin, vous êtes directrice du développement du Crédit Coopératif, membre du comité de direction. Vous êtes notamment spécialisée sur tous les enjeux de la relation client. Alors c'est bien parce qu'on va parler des clients et de ce qu'ils veulent. Donc le CRM, le marketing, le digital, les data. Vous avez rejoint le Crédit Coopératif il y a 18 mois et avant vous avez travaillé 7 ans chez AG2R, la mondiale, comme Chief Data Officer et directrice du marketing, et puis avant 10 ans chez LCL. Voilà, alors on va faire peut-être d'abord, dans un premier temps, un petit état des lieux. Et la première question, je vais peut-être la poser à Eva.
Donc vous avez créé une plateforme innovante pour susciter des investissements directs dans les entreprises à impact, et puis une application, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le marché de l'investissement responsable est toujours une niche ? Voilà, on en a parlé dans les tables rondes précédentes, ou qu'il a tendance à devenir mainstream. Et j'ajouterais, est-ce que vous pensez vraiment que les acteurs financiers en feraient de réels progrès, collectivement, j'entends, il y en a toujours qui sont plus vertueux que d'autres, pour plus de transparence et plus de financement vers l'économie réelle? Bonjour. Alors, la première question, c'était... Tu me l'as refait. C'était l'investissement responsable, niche ou mainstream voilà, aujourd'hui. ça y est, ok, voilà. Est-ce que c'est porté par une demande? Non, très bien. En fait. Alors, en fait, ça dépend de quel investissement responsable on parle. Parce que si on regarde la définition en tant que telle, et qu'on voit que les encours, c'est à peu près 59% des encours de l'investissement classique qui sont investis en investissement responsable, on se dit que tout va bien, c'est même majoritaire dans l'épargne, donc c'est super. Maintenant, il faut savoir de quel investissement responsable on parle. La grande majorité de ces investissements-là, et ceux qui sont en progression, d'ailleurs les autres ne le sont pas en progression, c'est les investissements type article 8, donc c'est un mot un peu barbare. Il va falloir que vous décryptiez, ça c'est SLDR. Oui, c'est ça, j'étais là-dessus. Un mot un peu barbare pour vous dire qu'on prend en compte certains critères écologiques et sociaux dans les notations, mais en langage humain, ça change strictement rien par rapport à une approche d'investissement classique, à part qu'on s'intéresse un petit peu plus, en mon sens, à ces critères extra-financiers. Donc c'est plus un enjeu de transparence qu'un enjeu vraiment de réallocation vers des projets ou des entreprises ou une épargne qui serait plus durable. Par contre, les investissements qui sont vraiment investis dans des projets non controversés, qui participent à la transition écologique, alors ces critères ne sont pas non plus exceptionnels, mais les critères de l'article 9 permettent quand même de pouvoir les identifier. Donc là, l'article 9, c'est une nomenclature plus exigeante. Ça, c'est en baisse de 14%. Alors que les investissements article 8 sont en forte augmentation. Et du coup, comment vous l'expliquez? Donc pour moi, il y a deux choses. C'est que je pense qu'il y a un problème d'engagement en fait, des acteurs financiers vis-à-vis de cet ISR, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de répondre à l'attente du client. Donc, ça veut dire de lui communiquer des informations visant à dire que certains projets, effectivement, seraient plus green, certains fonds seraient plus green que d'autres, mais il y a quand même une forme d'immobilisme vis-à-vis de la réallocation réelle, en fait, des fonds qui sont investis aujourd'hui dans les produits d'épargne traditionnels. Il n'y a pas vraiment de mouvement, en fait, finalement, sur des produits d'assurance vie depuis 10, 15, 20 ans. Alors que pourtant, il y a une prise de conscience réelle, il y a une prise en compte de ces critères. On le voit que maintenant, il y a des questions dans les questionnaires pour pouvoir investir qui intègrent ces critères et que la majorité des personnes y répondent favorablement. C'est compliqué en fait, de dire dans un questionnaire « Non, je n'en ai strictement rien à faire des droits de l'homme et de l'environnement, etc. » Donc, la plupart des gens, en fait, quand on parle avec des CGP ou des personnes qui conseillent des investisseurs, les gens cliquent effectivement sur ces réponses-là. Mais par contre, il y a du côté des gestionnaires d'actifs, il n'y a pas vraiment de mouvement. Alors, les deux principaux mouvements qu'on voit, c'est plus d'exigences vis-à-vis des critères extra-financiers, quand même. Effectivement, il y a des nomenclatures européennes qui sont plus exigeantes, etc. Il y avait un peu plus d'engagement actionnarial. Mais finalement, c'est quoi l'engagement actionnarial? Je vous dis rapidement. C'est le fait qu'un gestionnaire d'actifs qui a des actions d'une entreprise utilise son pouvoir d'actionnaire pour voter des résolutions positives d'un point de vue social ou écologique. Par exemple, prenons une entreprise dans le secteur énergétique, je vais à l'Assemblée générale pour voter contre un plan climat que je considère pas suffisamment exigeant, etc. Ça, c'est de l'engagement actionnarial. Sauf que cet engagement actionnarial, il est super, mais il a très peu d'impact aujourd'hui. Notamment parce que les actionnaires européens sont assez en avance finalement. Donc les banques européennes, etc., sont assez en avance sur l'engagement actionnarial, voté pour l'arrêt du financement de certains projets d'énergie fossile, etc. Mais la majorité du capital est dans les mains d'actionnaires étrangers qui n'ont pas nécessairement cette vision-là. Donc est-ce que les actionnaires européens votent pour parce que les gens leur demandent, mais ils savent très bien que personne ne va voter contre in fine, ou est-ce que vraiment ils sont vraiment engagés et ils sont très tristes que les actionnaires américains ne soient pas alignés avec eux? Ça, on n'aura pas la réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne fait pas vraiment évoluer les entreprises. Donc finalement, je trouve, de mon analyse de ces dernières années, à travers notamment l'application qui nous permet vraiment de scruter l'évolution de ces données-là ou ces connaissances-là, que finalement les pratiques d'ISR ou d'engagement actionnarial aujourd'hui sur les marchés cotés n'ont pas réellement d'impact.
Et il y a d'ailleurs un backlash assez important pour d'ailleurs avoir conseillé pas mal de banques récemment sur ces enjeux-là. Il y avait eu des énormes engagements qui avaient été tenus il y a un an et demi, etc. Et on voit qu'il y a un fort backlash avec la fermeture de certains comités éthiques, avec effectivement le renoncement à certains engagements sur le financement des énergies fossiles, etc. Et en fait, force est de constater, alors c'est pas parce que je l'ai créé, mais force est de constater quand même que ce qui a réellement de l'impact aujourd'hui, si le sujet est d'avoir de l'impact et pas juste de sélectionner les acteurs qui ont les meilleures pratiques, si vous voulez avoir de l'impact, le moyen le plus simple aujourd'hui, mais le plus risqué aussi, d'avoir de l'impact, c'est effectivement d'investir directement dans un projet qui a un impact écologique positif et qui, sans vous, en fait, n'aurait pas pu se financer sur les marchés. Parce qu'il n'y a pas effectivement de marché secondaire, c'est-à-dire c'est un endroit dans lequel les gens échangent des actions. À ça, je voulais rajouter aussi. Aujourd'hui, si vous êtes, par exemple, souscripteur de produits qui sont cotés en bourse, l'essentiel, en fait, de ce que vous avez dans votre portefeuille, ça reste des actions qui sont échangées sur des marchés. Donc, en fait, même si l'entreprise tient des engagements et fait évoluer sa stratégie, etc., vous, en tant qu'investisseur, vous n'avez pas réellement d'impact. Vous avez l'impact de faire fonctionner ces marchés secondaires. Donc, il y a un problème dans la financiarisation en tant que telle qui fait que, en fait, la financiarisation fait que avoir de l'impact avec la finance, c'est compliqué. Et l'autre problème, c'est qu'effectivement, le financement qui a le plus d'impact, qui pour moi est le financement direct d'une activité économique qui ne peut se faire que par les marchés non cotés, est assez risqué. Et on le voit avec notre entreprise, c'est-à-dire que nous, on propose des trucs qui sont vraiment révolutionnaires, enfin, c'est-à-dire de rendre un média indépendant en le faisant investir par la foule, de financer de la production d'énergie renouvelable, de permettre à une entreprise d'insertion de pouvoir se développer. Enfin, ça a réellement de l'impact concret dans l'économie écologique et sociale. Mais ça reste un actionnariat extrêmement risqué parce que vous êtes en fait exposé à la viabilité d'une entreprise, en plus dans une situation économique qui n'est pas toujours idéale. Donc effectivement, il y a un enjeu, je pense, aujourd'hui, si on veut réellement que cet investissement soit mainstream, il faut que les investissements qui aient de l'impact soient soutenus par des garanties, soutenus par des investisseurs institutionnels, et qu'il y ait une forme de prise de risque et de soutien de l'épargne de ces individus dans ces investissements qui ont un peu plus de prise de risque pour permettre à des produits financiers d'avoir plus d'impact demain, je l'espère. Voilà. Eh bien, on va en parler tout de suite avec un gestionnaire d'actifs. Donc, Claire, vous êtes présidente du directoire d'Ecofi. Donc, voilà, quand on entend Eva, effectivement, dans la composition des portefeuilles, des gestionnaires d'actifs, a priori, la transparence n'est pas toujours au rendez-vous. Alors, Ecofi a développé une pratique pionnière depuis plusieurs décennies sur les produits d'épargne responsables ou les produits d'épargne solidaire. Alors, la transparence est vraiment de mise chez vous, et comment vous tenez cette promesse? Alors, juste pour la salle, j'ai passé 3 heures quand même, je le dis très honnêtement, et c'est pas pour passer de la pommade, mais j'ai quand même scruté ce qu'il y avait dans vos fonds. J'ai pas trouvé, voilà, je suis pas l'expert de la place, mais j'ai pas trouvé d'investissement douteux. Comment vous tenez cette promesse vis-à-vis des investisseurs qui vont vers vous, en l'occurrence, et comment vous faites pour qu'il y ait plus justement de fonds article 9 qui ont un vrai objectif de durabilité chez vous? Non. Mais je pense que c'est un problème en régie. Peut-être que le micro n'est pas allumé. Ou alors prenez un micro d'un collègue. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, chez Ecofi, je suis ravie que vous n'ayez rien trouvé de douteux. Je vais continuer à chercher. Oui, continuez. Et non, en fait, ce qui est très important chez Ecofi, c'est qu'on a une méthodologie propriétaire d'analyse ISR qui est, bon, premièrement, extrêmement exigeante et qui est en chapeau de tout ce qui est fait en matière de gestion financière. C'est-à-dire que ce n'est pas une méthodologie qui s'applique en parallèle de l'analyse financière, c'est une méthodologie qui s'applique avant et qui définit en quelque sorte le terrain de jeu dans lequel nos équipes de gestion vont jouer. Et l'autre point qui est très très important, c'est qu'on a 3 étapes de sélection dans cette méthodologie et que c'est un peu oui-non. C'est-à-dire que si un des émetteurs, un des titres ne passe pas une des étapes de sélection, il n'est pas dans l'univers d'investissement éligible.
Et ça ne fonctionne pas avec un petit mécanisme de seuil minimum ou de je ne sais pas quoi. Donc c'est premier euro. C'est oui et non. Et voilà. Okay. Et donc, et c'est en parallèle sur les 3 étapes. Alors rapidement, ces 3 étapes, c'est d'abord un score propriétaire qui a été développé chez nous et qui, enfin, une notation propriétaire qui génère un score. Et en fonction de ce score, c'est éligible ou pas dans un certain nombre de portefeuilles. La deuxième étape, c'est une étape d'exclusion qui, chez Ecofi, j'y reviendrai un peu plus tard, mais chez Ecofi est très très exigeante, très engagée, notamment en matière d'énergie fossile. Il n'y a pas de Total, par exemple, dans les portefeuilles d'Ecofi, et ça fait bien longtemps. Je ne vous cache pas que depuis 2022, on sent bien qu'on n'a pas Total quand on regarde nos performances. Hein, donc il faut les tenir, ces positions, avec beaucoup de conviction. Ça, c'est notre deuxième étape. On parlera du rendement et de la transparence tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, une autre étape qui est très importante chez nous, et Eva le soulignait tout à l'heure, c'est tout ce qui est controversé. C'est-à-dire que chez Ecofi, il y a une analyse très poussée, très qualitative, avec la gouvernance qui va avec, des controverses. Et les entreprises qui sont impliquées dans des controverses graves, elles sont exclues également. Donc c'est pareil, chez nous, vous ne verrez pas de Lafarge, vous ne verrez pas de Bolloré, vous ne verrez pas de Volkswagen, enfin j'en passe et des meilleurs, pour des raisons variées, hein, sur des controverses tout à fait différentes. Mais en tout cas, c'est pas dans notre méthode, enfin c'est pas dans nos portefeuilles, ça c'est sûr. Et donc à cela s'ajoute une politique d'engagement actionnarial qui passe par le vote et par le dialogue. Alors, je suis un peu d'accord avec Eva, on est un peu des nains de jardin quand on vote, nous. Enfin, on vote systématiquement, on vote de façon exigeante, mais effectivement, quand on est sur des entreprises cotées, c'est pas évident d'avoir un impact à la fin, même si je crois qu'on est l'entreprise, la société de gestion qui vote le plus contre dans les résolutions d'AG. On a aussi un autre outil sur lequel on s'appuie vraiment beaucoup, qui est le dialogue. Et ça, on se rend compte que même avec des entreprises de grande taille, quand on dialogue avec eux, il y a des choses qui bougent. On a eu des impacts, donc c'est vraiment un outil à ne pas négliger, même si c'est vrai que dans le monde de la finance cotée, c'est un petit peu plus difficile de parler d'impact matériel évident. On a du solidaire aussi, on en parlera un peu plus tard. Et vous parliez de transparence, comment on s'assure de tout ça ? Alors d'abord, on a cette méthodologie donc, qui s'applique en amont de tout. Ensuite, on a des niveaux de contrôle quotidiens, il y en a 3. Donc si jamais quelqu'un se trompe, c'est pas possible qu'il y ait un trou dans la raquette. Et comment on fait pour que ça se voit ? Parce que chez Ecofi, en fait, la transparence, c'est vraiment quelque chose de stratégique et de central. On a à la disposition de nos clients un certain nombre de documents qui sont disponibles sur le site. Donc on a nos reportings d'impact qui contiennent énormément d'informations et d'indicateurs, que ce soit sur le E, sur le S ou sur le G. On a le détail du ligne à ligne de nos portefeuilles ESG qui est disponible depuis de longues années, bien avant que finalement la version 2 du label le rende obligatoire. On a notre code de transparence qui décrit en détail vraiment tout ce que je vous ai raconté là sur les 3 étapes avec toute la machine. En fait, on vous décortique tout et tout est expliqué. On a notre rapport d'engagement qui décrit toutes nos actions de vote et de dialogue. On a notre rapport solidaire qui décrit également nos 83 investissements en cours sur l'économie sociale et solidaire. Et le non-coté, parce que Eva parlait de l'investissement direct dans les entreprises et notamment non coté pour être certain d'avoir de l'impact. Comment vous gérez ça au niveau d'une société de gestion ? Alors, le non coté chez nous, c'est le solidaire. On ne fait pas de non coté au sens private equity, mais sur le solidaire, oui, on intervient directement sur les projets. On a une équipe dédiée qui analyse tout cela et ça intervient, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard, dans nos fonds solidaires, 90-10, on en a pas mal. Et là, effectivement, l'impact, quand Eva parlait de projets qui ne se font pas sans nous, oui, ben là c'est le cas, effectivement. Ok, merci beaucoup. Sébastien Raspillier, alors, en tant que secrétaire général de l'autorité des marchés financiers, la régulation, c'est sans doute un des outils les plus efficaces pour inciter, protéger, contraindre parfois. Hein. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi dans les faits, c'est aussi lent de légiférer sur les questions de transparence, aussi lent et aussi complexe. Bon, la régulation est un peu complexe, on en reparlera, même si vous disiez, du coup, en préparant cette table ronde, que la France reste pionnière. Et pourquoi il a fallu, du coup, un rapport de l'inspection des finances pour renforcer le label public ISR. Comment vous pouvez nous expliquer ça et comment l'AMF
s'assure justement pour l'épargnant final, pour les investisseurs, que la transparence est vraiment de mise? Merci beaucoup, ces vastes questions. Peut-être réagir quand même déjà à ce qui a pu être dit. Moi, je pense qu'il faut être bien conscient que si on veut, en tant qu'épargnant, par son épargne, avoir un impact, c'est possible, mais il faut le savoir. Et pour le savoir, il faut avoir des données. Et tout n'est pas forcément quantifiable, donc parfois il faut aussi lire des choses. Et là, il y a un principe de réalité qui est que la documentation commerciale, la lecture de documents extra-financiers, Claire a parlé. On parlera du questionnaire MIF. Hein. On a bien vu que, bon, c'est une proportion très faible des épargnants qui va lire ça. Donc, si on vise une commercialisation auprès d'une plus large gamme d'épargnants, ce sont des sujets assez fondamentaux que de se poser la question de la capacité, donc de la simplicité d'absorber de l'information. Et il faut aussi évidemment que l'information soit la plus exacte possible. Le rôle de l'AMF, ce n'est pas d'élaborer des législations. Ça, c'est le rôle de l'Assemblée et du Sénat. Ça n'est pas de proposer des règles législatives, ça peut être le rôle de l'exécutif ou des parlementaires. Je ne parle même pas au niveau européen. En revanche, en tant qu'expert, évidemment qu'on peut contribuer par notre expérience, parce qu'on observe chez les acteurs financiers qu'on supervise des bonnes ou des mauvaises pratiques, des sanctions, s'il y a des choses qui ne sont pas respectées. Vous en avez pris sur les questions de transparence? On en a pris, effectivement. Sur la question de transparence, c'est notre ADN. Information claire, exacte et non trompeuse. Patrick, l'information extra-financière, c'est très récent. Vous avez dit que la France mettait beaucoup de temps. 2015, c'est moi qui l'ai rédigé, l'article 173 LEC, c'est la première au monde. Donc, les autres sont encore plus en retard si vous considérez qu'on est en retard. Le FAIR existe depuis 2001, il me semble. L'épargne solidaire, il me semble que c'est 2001. Donc la finance engagée en France, je pense qu'on peut dire que la France a vraiment été pionnière. Après, il y a eu le choix aussi, et ce n'est pas à moi d'en juger. En revanche, j'en étais partie prenante dans mes précédentes fonctions. Vous avez rappelé que j'avais un parcours à Bercy. Tenez votre micro auprès. Un parcours à Bercy, pardon. C'est de dire qu'il y a un choix européen. Pour avoir l'impact, ce n'est pas forcément qu'au niveau français, donc c'est au niveau européen. Je ne vais pas vous décrire la mécanique de l'élaboration de textes au niveau européen, mais comme le disait un de mes collègues allemands, c'est comme la fabrique de saucisses. Il ne vaut mieux pas savoir comment c'est fait. Donc vous comprenez qu'à la fin, c'est du compromis à 27, c'est parfois des périphrases que chacun lit comme il l'entend. Le rôle de l'AMF, c'est vraiment de vérifier que l'information est claire, exacte et non trompeuse. Ça inclut de plus en plus l'information extra-financière. Et ce, à tout niveau. Donc l'année prochaine, ça va être la première année d'application pour les plus grandes entreprises de l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle la directive CSRD. C'est en fait le reporting extra-financier des entreprises. Et là, je parle des entreprises non financières. C'est fondamental parce que ça va donner les données. Plutôt les grosses, hein? Les grosses d'abord, mais ça va, en termes d'émissions CO2, si je prends l'exemple du climat, c'est massif. Si je prends la proportion en termes de salariés, c'est massif. Donc c'est une vraie révolution. La France connaît déjà ça bien via la déclaration de performance extra-financière, ce genre de choses. C'est là où le fait d'avoir été pionnier permet aux entreprises françaises d'avoir une marche moins grande à franchir avec cette introduction de directive que d'autres au niveau de l'Union européenne. Mais ça va être massif et ça va être une source d'information gigantesque. Aussi pour les acteurs financiers. Et donc ça va renforcer évidemment, je l'imagine de la part des législateurs et des régulateurs, l'exigence vis-à-vis des acteurs financiers de s'assurer que ce qu'ils communiquent, ce qu'ils utilisent comme un outil marketing, correspond très bien à ce qu'ils mettent dedans. Donc, par rapport à l'action de l'AMF, c'est vraiment avec le paquet réglementaire du Green Deal sur l'aspect finance durable qui a été fait dans la précédente mandature européenne, une phase d'accompagnement des acteurs. Et pour nous aussi, c'est quand même des milliers de pages à absorber. Essayer de la rendre digeste, honnêtement, ça va être un travail titanesque. Et nos premières observations, les premiers contrôles qu'on a faits, montrent bien qu'il y a encore du travail à faire. Il y a plutôt une bonne volonté de la part des acteurs financiers, en tout cas ceux qu'on a pu contrôler,
Mais ça nécessite des moyens, sans retour sur investissement aujourd'hui, hein, c'est des investissements. Et donc de dire, bon, bah voilà, c'est le respect de la réglementation qui l'impose. Et alors permettez-moi juste de conclure pour ne pas être trop long. Quand vous dites le respect de la réglementation, ça c'est le job de l'AMF, de s'assurer que les acteurs financiers le respectent. C'est aussi notre job de s'assurer que l'information des entreprises non financières, quand elles sont cotées, donc publiques, pas au sens actionnariat public, mais sur un marché public, est claire, exacte et non trompeuse. Donc ça va intégrer l'information extra-financière. Pour nous, c'est un big bang, hein. On s'y prépare, mais ça va nécessiter pas mal de ressources. J'en reviens sur la data, ça va être fondamental. Ça ne sera pas notre rôle d'aller vérifier que l'information qui dit qu'il y a tant d'émissions de CO2 de telle entreprise est correcte. C'est le rôle de qui? Ça, c'est le rôle de l'auditeur. C'est la réglementation qui dit vous allez avoir un auditeur. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je n'ai pas de physicien ou d'ingénieur dans mes équipes. J'ai des financiers, des auditeurs, ce genre de choses. Donc, il faut bien aussi séparer les responsabilités des uns des autres. J'en reviens sur la data, je pense que ça va être la clé. Évidemment, c'est plus facile sur le climat, et encore, ce n'est pas trivial. Quand on parle de biodiversité, bon courage. Donc, on voit, voilà, là je parle du E, le S, le G. C'est encore plus compliqué parce que là, on voit qu'il peut y avoir une dimension morale ou en tout cas qualitative intrinsèque. Donc, il y a encore énormément à faire. C'est pour ça que, oui, la réglementation prend du temps. Oui, surveiller sa mise en œuvre par tous les acteurs, même de bonne volonté, il peut y avoir une phase d'apprentissage qui prend aussi du temps. Mais il faut aussi que la science, derrière, progresse pour pouvoir fournir les données qui, seules, à mon avis, seront en capacité d'assurer que le superviseur puisse faire son job, l'auditeur puisse faire son job, les entreprises puissent s'engager vis-à-vis de leurs actionnaires de manière crédible et qu'on ne soit pas, comme on l'a trop eu ces dernières, encore en 2020, etc., sur des promesses qu'en fait personne n'est capable de vérifier. Donc voilà, je ne terminerai pas sur un commentaire politique, ça n'est pas du tout mon rôle, mais je pense qu'en matière de finances durables, le plus important c'est la confiance. Nous, très volontiers, pour essayer d'apporter à notre mesure la confiance des épargnants vis-à-vis de ce qui leur est promis, avec des acteurs très engagés qui font, pour beaucoup, si ce n'est l'essentiel, bien leur job. À nous juste de débusquer les brebis galeuses pour s'assurer que les acteurs qui font bien leur job ne soient pas en concurrence mauvaise avec des acteurs qui ne font pas bien leur job. Ça, c'est le rôle de l'AMF en premier lieu vis-à-vis de la finance durable et engagée. Merci beaucoup. On va terminer par Virginie pour ce premier tour. Du coup, vous êtes directrice de développement du crédit coopératif, donc engagée, établissement financier bancaire engagé depuis longtemps dans l'accompagnement et le soutien des organisations de l'ESS notamment. Mais alors, vous êtes aussi une banque grand public. Hein, voilà. Et là, je m'adresse à la femme experte du marketing. Comment vous faites en sorte que la transparence soit vraiment un argument marketing au crédit coopératif, notamment parce que, voilà, par rapport aux grandes banques de réseau qui existent, vous êtes, pardon de le dire, hein, no offense, comme disent nos amis anglo-saxons, vous êtes quand même encore aujourd'hui une petite banque. Comment faire en sorte, du coup, que la transparence soit un réel moyen pour gagner des clients et surfer dessus? Alors déjà, bonjour à tous. Alors, c'est vrai que, en fait, avant, les clients qui nous rejoignaient, c'est des clients qui étaient ce qu'on peut appeler des clients militants. En fait, ils venaient parce qu'ils cherchaient une vente alignée avec leurs valeurs, et donc ils venaient surtout par la partie solidarité, sur le fait qu'on était engagé dans l'économie sociale et solidaire. Donc, c'était vraiment une minorité, c'était vraiment confidentiel, on va dire. Alors là, c'est plus le cas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. La cible s'est élargie, c'est pour reprendre les termes marketing, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour la planète. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a de plus en plus de Français qui se préoccupent sincèrement de l'impact de leur choix de consommation. Et c'est notamment encore plus vrai chez les jeunes. Donc, dans l'impact de consommation, évidemment, ils s'occupent aussi de quel est l'impact de leur argent. Et donc, nous, ça fait au Crédit Coopératif déjà 15 ans qu'on a développé un dispositif de traçabilité bancaire avec plusieurs produits. Et du coup, je vais peut-être l'illustrer, c'est peut-être plus facile. On a un produit qui s'appelle le compte Agir, c'est un compte courant, tout simple, et le client choisit le secteur sur lequel il souhaite que l'argent soit investi. Donc il peut choisir Agir pour la planète, Agir pour une société plus juste, ou Agir pour entreprendre autrement.
Et nous, en face, on s'engage évidemment à ne financer que des projets dans le domaine que le client a choisi. On a un autre produit qui est un peu moins connu, qui s'appelle le livret coopération pour ma région. Là, c'est le principe est le même. Et là, le client va choisir la région dans laquelle il souhaite que l'argent qu'il a déposé sur son compte soit investi. Donc, nous, on l'engage que sur des projets dans l'économie sociale et solidaire dans la région concernée. Voilà, donc c'est une manière très transparente, très concrète de répondre à votre question. Sébastien, je vais me retourner vers vous. Et là, on aborde dans la petite vingtaine de minutes qui nous reste, la question c'est comment on va plus loin. Et comment, du coup, vous percevez le rôle de l'AMF? Comment peut-elle devenir, encore plus, si j'ose dire, un des fers de lance de la transparence financière, en allant, du coup, beaucoup plus loin, en sanctionnant notamment les pratiques trompeuses de greenwashing qui sont quand même énormément développées, malgré l'inflation de régulation. Les pratiques de greenwashing se sont quand même beaucoup développées ces dernières années, mais aussi, pardonnez-moi du terme, en réenchantant, en rendant plus sexy finalement un secteur qui a encore souvent, aux yeux des Françaises et des Français, très mauvaise réputation, auquel plus personne ne comprend rien. En l'occurrence, moi je pense à Jean-Paul. Vous voyez, Jean-Paul, il est retraité en Vendée. Il a un petit capital à investir dans un petit contrat d'assurance vie. Il doit remplir un questionnaire de quelques dizaines de pages pour être sûr que finalement on ne fait pas d'erreur, que globalement son argent est bien investi, qu'il a bien compris en signant 4 fois. Comment on rend ça plus sexy finalement et moins contraignant aussi pour les entreprises, notamment les petites. Vous parliez de CSRD tout à l'heure, je vais vous prendre un exemple très concret aussi. On a une grande entreprise à impact qui construit des logements, notamment pour y loger des personnes précaires ou défavorisées, qui nous disait que du coup, les investisseurs lui demandaient la marque de sa robinetterie dans le reporting, alors qu'elle fonctionne avec quelques bénévoles et quelques salariés. Comment on rend ça plus simple et plus sexy? Vaste question. Je vous vois réfléchir. Non, c'est très clair. Merci beaucoup, Patrick, pour ces questions. Effectivement, j'ai essayé d'être bref. La sanction, oui, il faut bien voir. Et je pense que c'est très important d'être au clair sur les missions qui sont confiées à l'AMF, donc quelle est sa responsabilité, mais ce qui n'est pas non plus de son ressort. Typiquement, c'est sanctionner sur la base de textes, et donc sanctionner le non-respect de textes. L'information claire, exacte et non trompeuse, c'est valable depuis des décennies. L'information extra-financière n'y déroge pas, il n'y a aucune raison d'y déroger. Donc ça va s'incorporer. Mais les réglementations, comme je l'ai dit, pour les émetteurs, typiquement les entreprises cotées, c'est à compter de 1er janvier 2025 pour les plus grandes. Ce n'est pas maintenant. Je n'ai pas de base légale pour sanctionner quoi que ce soit. On a parlé là des sigles barbares, désolé pour l'audience, SFDR, article 8, article 9. Alors l'AMF a publié un papier de position appelant de ses voeux lors de la très probable révision de ce règlement européen, prenant des positions pour dire voilà ce qui, à notre sens, serait utile pour que ce soit beaucoup plus clair pour l'épargnant. Ce que vous avez dit en introduction, il y a moins d'article 9, plus d'article 8. Une raison très claire, si ce n'est la première, c'est que beaucoup d'acteurs avaient mis article 9 des choses qui n'en étaient pas. Et ils ont rétropédalé. Donc quand ils ont vu qu'il y avait possibilité qu'on les sanctionne, ils ont rétropédalé. Donc vous voyez qu'il y a eu un effet, et c'est un effet de la part de qui? De la part des superviseurs, l'AMF en France, mais aussi nos collègues dans les autres pays européens. Ça a été un mouvement très clair au niveau européen. Donc, évidemment, il y a toujours le tropisme de l'action coup d'éclat, avec la sanction qui sera la plus massive possible. Si ça arrive, on n'hésitera pas. Mais il y a aussi toutes les actions invisibles, mais qui ont beaucoup d'effets. Là, je vous ai donné un exemple. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas se concentrer sur le coup d'éclat. Nous, on a des orientations pluriannuelles qui s'appellent Impact 2027. Impact. Je pense que là, on parle de finance à impact. On parle d'économie engagée. Nous, c'est avoir l'impact. Notre action, on se fiche quelque part qu'elle soit visible ou pas visible, c'est pas faire la une de tel journal. C'est juste de s'assurer que notre mission, on la respecte et on y répond avec responsabilité. Quelque part, on a une démarche RSE, on s'y efforce,
en interne. Mais donc, la sanction, oui, pas de souci, simplement ne pas oublier que les réglementations sont récentes. Après, réenchanter, c'est un peu l'inverse, parce que c'est pas avec les sanctions qu'on réenchante. Pardon. Je ne sais pas si on peut réenchanter. En revanche, on peut prouver, et ça, c'est renforcer la transparence. Je reviens au titre. Prouver, plutôt que le grand discours, qui après, on ne sait pas très bien s'il a été suivi d'effet. Et surtout, là, on demande à un épargnant individuel. C'est un peu comme le recyclage. Je suis sûr que dans la salle, vous êtes une très grande majorité à faire du recyclage de vos déchets. C'est quoi l'impact sur le 1,5 degré individuel? C'est 0 si j'arrondis. Sauf qu'il ne faut pas arrondir, puisqu'on fait un par un, et après, ça a un peu d'effet. Peut-être qu'il faut se dire ça aussi sur l'épargne. Voilà, mais individuellement, évidemment, il n'y a strictement aucun effet. Ça a été dit par Eva. Voilà, vous êtes 0,01% du actionnaire d'une entreprise, vous n'aurez pas d'impact sur ses choix stratégiques. Vous avez 25% du capital, vous avez des choix stratégiques. Voilà. Si vous avez 25% du capital au total, c'est peut-être pas spontanément le crédit coopératif. J'en sais rien. Hein. C'est peut-être un fonds de pension. Voilà. Donc il y a aussi évidemment ça qui est la dimension internationale, essayer de nouer des coalitions, je pense que c'est très important. Le porter haut et fort à tout niveau, mais avec une collaboration internationale, se dire que les petits ruisseaux font les grandes rivières, et quelque part que chacun soit au clair pour se dire, voilà, ce que je fais en fait, c'est utile. Passer de la logique qui était de conviction forte d'une minorité à, c'est devenu un réflexe. Je suis sûr aussi que parmi la salle, en tout cas moi je peux vous dire que c'est mon cas, je ne fais pas le tri sélectif par conviction profonde chaque matin en me disant c'est absolument nécessaire, sinon tu es un malfaiteur de l'humanité. Bon, on ne peut pas non plus dire que quelqu'un, un épargnant qui ne ferait pas une démarche ESG serait un malfaiteur de l'humanité. Mais comment s'assurer que cette personne-là, qui en fait est assez neutre, que Jean-Paul de Vendée, parce qu'on a des statistiques, hein, l'épargne est plutôt détenue par des personnes assez âgées et il s'avère que les personnes assez âgées ont un intérêt moindre pour l'environnement que les personnes plus jeunes. Ça va changer. Voilà. Alors on peut se dire que le temps que les jeunes vieillissent et s'enrichissent, ça changera. Mais en même temps, on se dit qu'on a des objectifs climatiques qu'il faut mieux respecter et que, voilà. Donc on voit bien la tension du temps. Bon, bref, j'étais déjà beaucoup trop long. Ce que je veux dire, c'est réenchanter. Je ne crois pas non plus, moi, mais c'est personnel, aux formules magiques. Je pense, en revanche, à la démonstration de l'action concrète, que tout ça a quand même de l'utilité pour ne pas désespérer. Et donc les gens qui font une démarche ou qui sont neutres passent à une démarche positive, à leur échelle, à leur niveau, comme ils le peuvent, que ce soit en France, au niveau de l'Union européenne. Et c'est pour ça que je pense que l'Union européenne, ça vaut le coup d'attendre un peu, même si c'est plus long à faire l'implémentation, parce que c'est une échelle beaucoup plus vaste, voire au niveau mondial. Et même si les États-Unis ne sont pas les premiers en avance, on voit que chez des gens qui ont pas mal d'argent, c'est quand même des préoccupations qui augmentent. Le Canada, pareil. En Asie, en Chine, ils ne sont pas nulle part. Donc, il faut travailler. Et même si la France, l'Union européenne, on peut se gargariser d'être assez en avance, on sait bien que, s'agissant du climat, c'est une œuvre mondiale et qu'il faut aussi encourager les autres. Donc, ce n'est pas tellement compétition, c'est juste se dire, à la fin, il y a un intérêt, il y a un avantage à y aller. J'en reviens, désolé. Ça sera par la transparence, la preuve, par les faits, plutôt que juste par les discours. On en revient à la preuve. Claire, j'ai 2 questions pour vous. En préparant la table ronde, vous me disiez, nouveau référentiel du label ISR, même pas mal. Ça, c'est vos mots. Vous avez vraiment délabellisé ou vous songez à ne délabelliser aucun fonds chez vous ? Alors, avant de répondre à cette question, je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur les propos qui viennent d'être évoqués sur SFDR. C'est-à-dire que chez Ecofi, on a fait l'inverse de tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment où il y a un certain nombre de choses qui ont été clarifiées, au lieu de rétro-pédaler, on a classé encore plus de fonds en article 9 parce que la réglementation était un petit peu plus claire. On avait été prudent au début, on a fait l'inverse. Bon, ça c'était mon petit bonheur personnel, je le partage. Sur le label, alors la réponse est un grand oui. On est certain que aucun de nos fonds ne perdra son label. Et c'est ça le plus important, sans changer quoi que ce soit à l'intérieur de nos fonds. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Ecofi était déjà tellement exigeant dans la méthodologie qu'on était déjà conforme et même au-delà. Donc sur quels aspects ? Alors sur les aspects d'exclusion sectorielle par exemple,
on était déjà, depuis longtemps, on excluait les énergies fossiles, que ce soit en conventionnel ou en non conventionnel, le tabac, l'armement controversé, j'en passe, et des meilleurs. On avait déjà un taux d'exclusion qui était supérieur au label. On est déjà à 25% et on n'attendra pas début 2026 avant d'être à 30% d'exclusion. On intégrait déjà l'analyse des plans de transition des entreprises. Et enfin, sur les controverses, le nouveau label demande l'identification, l'analyse et le suivi des controverses. Évidemment qu'on faisait déjà ça, parce qu'en plus, nous, on les exclut. Et on a même envie de dire qu'on aurait bien aimé que la V3 du label aille au-delà sur ce sujet-là et demande à ce que les entreprises qui sont impliquées dans des controverses graves soient exclues également. Donc nous, c'est le cas. Et quelque part, d'une certaine façon, on va également plus loin que le label sur les énergies fossiles conventionnelles, parce qu'on n'exclut pas que les projets. Et pour la blague, j'ai envie de dire qu'on est déjà prêt pour la V4, en fait, d'une certaine façon. Mais c'est pas parce qu'on est déjà prêt pour la V4 et que le nouveau label V3, c'était même pas mal chez Ecofi, qu'on n'est pas content qu'il soit là, parce que justement, le fait que ça ait clarifié, harmonisé, ça organise un petit peu le terrain de jeu et ça permet d'avoir des concurrents qui jouent avec les mêmes jouets que vous. Et jusqu'à présent, ce n'était pas forcément le cas. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. Et ma deuxième question, c'est comme on a beaucoup parlé, et c'est souvent le cas dans les questions de finances durables, des questions de composition des portefeuilles, notamment sur les questions environnementales et écologiques. Comment chez Ecofi vous équilibrez finalement pour vos clients à la fois les questions écologiques et les questions sociales dans vos portefeuilles? En fait, par nature, parce que déjà notre méthodologie était équilibrée avant même que le label le demande. Donc ça, le E, le S et le G, on en tient compte dans nos analyses, c'est dans notre score initial, dans notre notation propriétaire, et de façon équilibrée. Ensuite, dans nos actions de dialogue, on traite très très régulièrement de problématiques sociales telles que les droits de l'homme, la parité, enfin tout un certain nombre de thématiques qu'on aborde dans nos actions de dialogue. Dans nos entreprises qui sont exclues à cause de controverses graves, il y en a qui sont exclues pour des raisons de controverses liées au social. Donc ça, c'est vraiment dans notre méthodologie globale. Et ensuite, au travers de nos produits, on a quand même, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, 20 fonds qui sont solidaires. Donc c'est les fonds 90-10. Donc on est quand même un acteur du solidaire assez important. Donc là, on a vraiment un axe social qui est très marqué au travers de ces fonds. On a cette année renforcé encore la dimension sociale de notre SICAV historique qui s'appelle Choix solidaire, en incluant une poche avec des obligations spécifiques qui financent des projets sociaux, durables, etc. Et on a aligné le portefeuille avec 3 des objectifs de développement durable de l'ONU qui sont vraiment focalisés sur le social, que ce soit sur la santé, l'égalité ou l'égalité homme-femme ou l'accès à l'éducation. Et enfin, j'en parlais sur le solidaire, on a quand même un certain nombre de structures qu'on finance. On en a financé 3 nouvelles cette année sur un axe social. Donc c'est vraiment, au travers de ces projets-là qu'on a une dimension sociale extrêmement forte. Et je ne peux pas m'empêcher non plus de parler des fonds de partage. Ecofi a été la première société de gestion à créer un fonds de partage en 83 avec le Crédit Coop et avec CCFD Terre Solidaire. Et en fait, depuis plus de 40 ans, c'est plus de 30 millions d'euros de dons qui ont été à nos associations partenaires. Donc c'est un impact concret. Merci beaucoup Cléa. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais écouter Virginie. Parce que donc, le Crédit Coopératif a développé une offre de produits d'épargne pionnière, mais moi, j'ai un vieux passé, il y a très longtemps, j'étais banquier, et on m'a appris que les dépôts faisaient les emplois. En gros, l'épargne sert aussi, alors c'est un peu plus complexe aujourd'hui, à financer les crédits. Avec l'épargne bien investie, c'est quoi votre politique de crédit? Vous allez financer quoi derrière? Parce que là, on parle beaucoup d'épargne, mais on n'a pas parlé des crédits. Oui, je vais en parler. En fait, ça, c'est un point qui est vraiment extrêmement exigeant. Enfin, on ne s'en rend pas compte. Mais moi, ça fait 1 an et demi que je suis au Crédit Coop. Parlez un tout petit peu plus fort. Je ne suis pas certain que la salle vous entende. Le micro, là, vous m'entendez, là? Oui. Je parlais plus fort. Donc, oui, je disais que ça fait 1 an et demi que je suis au Crédit Coopératif. Et moi, je vois bien que c'est vraiment pas simple. Que c'est une exigence, c'est une obligation quotidienne de tous.
Alors, donc, concrètement, là aussi, pour illustrer, on a inscrit noir sur blanc dans notre politique de crédit des secteurs d'activité qu'on ne finance pas et des secteurs géographiques sur lesquels on ne va pas. Donc, je ne vais pas toutes les lister, mais aujourd'hui, 100% des financements dans l'énergie sont sur les énergies renouvelables. Autre exemple, on ne finance pas les pesticides de synthèse. On n'est pas dans les paradis fiscaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une politique qui a été en plus pionnière, parce que ça fait 15 ans que notre conseil d'administration a validé ces choix. Donc vous voyez, ce n'est pas un effet de mode, ça fait déjà 15 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre portefeuille de crédit, il est vrai que vertueux, il est presque propre, quoi. Deuxième chose qui est très contraignante et que l'on fait, c'est que systématiquement, avec tous nos clients, les personnes morales, les chargés d'affaires doivent aborder la stratégie, on va dire la démarche RSE du client. Alors les gens sont plus ou moins matures. Hein. Nous, notre rôle, c'est justement, s'ils ne sont pas matures, de proposer un audit, c'est gratuit, de proposer du conseil. Notre idée, c'est de les accompagner dans la transition et puis bien sûr de financer cette transition. Donc vous voyez, là, c'est vraiment deux aspects très concrets. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une chose dont je suis très très fière, c'est qu'aujourd'hui, quand on calcule notre empreinte carbone, on est la banque avec une empreinte carbone la plus faible, 120 tonnes CO2 par million d'euros financés. Et à titre de comparaison, 481 pour la moyenne des banques, vous voyez 4 fois plus, et la banque la plus émissive, 635. Voilà. Donc ça parle, c'est une preuve, c'est indéniable. Donc ça, c'était pour les personnes morales, mais on fait aussi... Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on s'est engagé à ce que les taux soient moins chers quand c'est un prêt vert. Voilà, tout ça, c'est exigeant pour une banque. Hein, pour les personnes physiques, on les accompagne aussi, avec des crédits pour la rénovation énergétique aussi à des taux plus intéressants. On les accompagne avec des audits gratuits, avec du conseil pour la rénovation énergétique, mais pas que. On leur propose des applications pour être plus sobre, on va dire, au quotidien. Donc là, nous, notre positionnement, c'est l'accompagnement vers la transition. Merci beaucoup. Je vais donner le dernier mot à Eva. 2 minutes 25, Eva. Ça va aller ? Vous jouez un rôle d'observatrice de la société civile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour mieux stimuler la demande et répondre aux exigences des épargnants français qui veulent plus de transparence, plus de rendement, moins de risques? Voilà. Est-ce que ce n'est pas finalement une équation très difficile à tenir ou un vœu pieux qui incite finalement les acteurs financiers à rien changer du tout dans leur pratique? Alors, la première chose, c'est déjà leur donner plus de transparence. Donc, nous, on a monté une application avec l'ITA qui s'appelle Rift. C'est dingue que c'est nous qui ayons dû le faire, en fait. Ça n'a pas de sens que de fournir l'information transparente sur les produits, la composition des produits d'épargne français. Ça a dû être une boîte. Bon, c'est souvent le cas des entrepreneurs sociaux. Ils répondent en fait à des problèmes dans lesquels le politique pêche et le privé fait pas, quoi. Donc, mais ce genre de produit devrait être soutenu, investi par la puissance publique, etc., par les régulateurs, pour permettre de donner accès à cette information de manière sympa, didactique, etc., à travers une application mobile, traçable, facile à comprendre, parce que franchement, moi je bosse dans le secteur financier, et moi-même, quand je me regarde les reportings sur mes produits d'assurance vie, même s'ils sont très bien faits par ma CGP qui est dans la salle, ça fait quand même mal à la tête, quoi. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que ce type d'application permettrait si elle était mieux financée, mieux accompagnée, etc., par la puissance publique, permettrait de rendre cette information plus intelligible. Ensuite, il faut juste se rappeler un petit peu l'histoire des produits d'épargne. Si un produit d'épargne est liquide, garanti, c'est parce qu'il y a eu une décision à un moment donné de rendre ce financement liquide et garanti. Il y a ce qui est sur les marchés, mais par exemple, les assureurs décident de rendre garanti les fonds euros, donc les investissements qu'ils vont faire avec des poches qui représentent la grande majorité des produits d'assurance vie aujourd'hui. Ce qui fait que le souscripteur, en fait, il ne prend pas de risque quand il souscrit un produit d'assurance vie dans lequel il y a une majorité de fonds euros. Enfin, il prend un risque limité en fonction du pourcentage de fonds euros qu'il a. Et donc, à un moment, il y a eu une décision politique qui s'est mise... D'ailleurs, il y a eu un peu un accord entre le politique et l'assureur, parce que dans le fonds euro, il y avait aussi beaucoup de dettes, d'obligations européennes, et en majorité des obligations et de la dette française. Donc c'est aussi pour ça que, à l'origine, il y a eu effectivement ces mécanismes de garantie. C'est pareil pour le livret A, le LDDS, tous ces produits qui sont garantis aussi par la CDC. Derrière, il y a des financements qui sont faits, qui sont risqués, mais en fait, le risque est porté par un acteur. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui pour avoir du financement à impact qui
financement avec un réel impact qui présente un risque moindre, il faut que de la même manière sur laquelle on a effectivement pris ce risque sur d'autres types de produits, ce risque soit pris aussi sur le non-coté. Parce qu'aujourd'hui, investir en bourse, c'est extrêmement risqué vu la volatilité des marchés aujourd'hui, des crises économiques et financières qui sont arrivées et qui arriveront dans le futur. Je pense que soutenir l'économie réelle, les PME, etc., ça participe à la stabilité d'un tissu économique et c'est le rôle aussi des régulateurs, c'est le rôle de l'État, c'est le rôle du FEI, de la BEI, etc., que d'apporter en fait plus de confort et moins de risques aux personnes qui vont effectivement faire ces investissements-là. Parce qu'aujourd'hui, à part une réduction d'impôts sur laquelle on se bat chaque année, c'est 18 à 25% avec une enveloppe. C'est bon jusque fin 2025. Une enveloppe fiscale très faible. Il y a effectivement. C'est tous les risques pour l'épargnant. Alors que les fonds, ce qui est dingue, c'est que les fonds d'investissement institutionnels, eux, ils bénéficient de garanties du Fonds européen d'investissement, de la BPI, etc., pour faire des investissements risqués. Donc l'argent institutionnel venant effectivement de personnes qui sont moins averses au risque, lui, il est garanti. Par contre, l'épargne des individus, elle n'est pas garantie. Donc à un moment, il faut aussi parler de ce problème aujourd'hui démocratique sur le secteur financier et qu'il va falloir effectivement avoir une vraie discussion sur le soutien de ce type de financement. Et je dis pas ça parce que ça permettrait aux gens d'investir davantage sur l'ITA. C'est que finalement, ça permettrait aux PME françaises qui utilisent ce type de plateforme parce que aussi souvent, ce type de financement n'est pas proposé par le marché. C'est pas que ces PME sont plus risquées, c'est que le financement qu'elles recherchent n'est pas proposé par le marché. Et ben, ce serait intéressant de considérer l'épargnant, non pas comme la dernière roue du carrosse du secteur financier, mais comme un acteur qu'on doit aussi soutenir autant qu'un institutionnel dans son acte d'investissement. Ouais. Merci Eva. Eh ben, ce sera les derniers mots. Je ne vais pas me faire engueuler par Caroline. On a dépassé 2 minutes. Merci à toutes et tous pour ce beau panel et ces points de vue très complémentaires. Merci, à bientôt.